Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Au programme aujourd'hui, le conflit en Azerbaïdjan, les révélations autour du mineur isolé de Charlie Hebdo, la mort de Victorine ou encore le débat entre Joe Biden et le président Trump. Mais avant tout, je vous rappelle que notre numéro spécial sur la chasse est disponible à l'achat en kiosque ou en version numérique. Je vous mets un lien dans la description. Première actualité de la semaine, le conflit en Azerbaïdjan. Ce week-end, un conflit s'est intensifié entre l'Azerbaïdjan et le Nagorno-Karabakh. Le Nagorno-Karabakh ou le Haut-Karabakh, c'est une petite région arménienne, donc orthodoxe, au sein de l'Azerbaïdjan musulman. Ce territoire, il est lié à l'Arménie via le corridor de Lachin. Depuis l'indépendance de l'Azerbaïdjan en 1991, cette région est le théâtre de heurts violents. Mais ce qui s'est passé ce week-end dépasse les incidents frontaliers habituels, puisqu'on a assisté à une attaque massive de l'armée azérie qui accuse le Karabakh d'avoir attaqué ses troupes. Je rappelle que le Karabakh n'est pas censé posséder une armée, c'est donc l'armée arménienne qui est en cause. Cette version, elle est très fortement contestée par les experts, puisque l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, comptabilise plus de 10 millions d'habitants et le Karabakh, défendu par la République d'Arménie, c'est même pas 150 000 habitants. Si on prend de la hauteur, on observe que tous les pays ont appelé au cessez-le-feu. Les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont exprimé leur soutien à l'appel lancé par les secrétaires généraux des deux côtés pour arrêter immédiatement les combats. Sauf la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, qui a réaffirmé son soutien à l'Azerbaïdjan. On soupçonne d'ailleurs la Turquie d'importer les djihadistes syriens sur le front azéri, mais cette information reste à prendre au conditionnel. Le conflit a pris une autre ampleur ce mardi, puisqu'un F-16 arménien a été abattu apparemment par la Turquie, ce qu'ont démenti Ankara et Bakou. La Russie, alliée historique de l'Arménie et donc du Haut-Karabakh, n'a pas encore déployé l'arsenal diplomatique et géostratégique pour contrer l'offensive azérie. En fait, c'est aussi parce que la Russie vend des armes à l'Azerbaïdjan. Cette attitude passive contraste avec celle du président turc, particulièrement véhément à l'égard des Arméniens. L'Azerbaïdjan affirme qu'elle va combattre jusqu'au retrait total des Arméniens du Karabakh. Cette nouvelle escalade aurait déjà causé presque 100 morts, dont 14 civils. Par contre, les chiffres restent à prendre avec des pincettes puisque les deux camps affirment avoir tué des centaines d'ennemis. D'un point de vue géostratégique, avec la Libye et la Syrie, c'est maintenant dans cette région du monde que se heurtent les intérêts russes et turcs. Deuxième actualité de la semaine, c'est la mort de Victorine Dartois dans la banlieue de Lyon à Villefontaine. Samedi dernier, à 21h30, Roman et Perrine Dartois publiaient un appel à témoins concernant la disparition de leur sœur, Victorine. Le dernier appel téléphonique remontait à 19h. Cet appel à témoins a été reposté plus de 47 000 fois sur les réseaux sociaux. Lundi 28 septembre, le corps de la jeune femme est découvert émergé dans un ruisseau à Villefontaine, dans l'Isère. Selon la procureure de la République, Audrey Kay, il est impossible d'identifier précisément les causes de la mort de Victorine. Dans l'appel à témoins partagé massivement, on décrivait les vêtements de la jeune fille et ce sont les mêmes vêtements qui ont été découverts sur son corps lundi. Mercredi, une autopsie a révélé l'intervention d'un tiers. Victorine présente des ecchymoses internes et elle est morte noyée. Tout porte à croire qu'elle a été tuée. Une cagnotte a été mise en place par la paroisse de Villefontaine et atteint déjà 7 000 €. Une autre, sur la plateforme Litchi, a récolté 6 000 €. Un numéro vert a été mis en place et l'enquête ouverte pour disparition inquiétante a évolué vers les chefs d'accusation d'enlèvement, séquestration et homicide volontaire. La famille a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle organiserait une marche blanche ce dimanche 4 octobre à Villefontaine. La troisième actu ce jeudi, c'est le débat entre l'actuel président des États-Unis, Donald Trump, et son opposant Joe Biden. Un mot sur le contexte, la pandémie est en plein regain, on vous en parlait la semaine dernière, la barre des 200 000 morts a été franchie. Cette dernière entraîne une nouveauté électorale dans cette élection, le vote par correspondance. Ensuite, les manifestations Black Lives Matter qui mettent le feu à de nombreuses grandes villes américaines et la réaction en face des milices surarmées protégeant les enseignes menacées. Et enfin, les révélations du New York Times sur de potentielles fraudes aux impôts de l'actuel président, ce que Joe Biden n'a pas hésité à évoquer. Mais pour beaucoup, ce débat a été chaotique sur tous les plans et décevant sur le plan rhétorique. Beaucoup d'internautes ont noté la mauvaise foi des candidats qui se coupaient la parole ou s'invectivaient sans s'écouter réellement. Comme on pouvait s'y attendre, l'ancien vice-président d'Obama a qualifié Donald Trump de pire président que l'Amérique n'ait jamais eu. Donald Trump répondant entre autres qu'il avait fait plus en 47 mois que Joe Biden en 47 ans de vie politique. En bref, un débat d'une relative qualité où les sujets importants comme le système de santé, la nomination à la Cour suprême, la lutte contre le Covid ou sur les manifestations Black Lives Matter ne furent abordés que de manière superficielle. Pour rappel, l'élection aura lieu le 3 novembre 2020 et selon les sondages effectués par État, c'est Joe Biden qui est donné favori. Quatrième actualité de la semaine, les révélations autour de l'assaillant de Charlie Hebdo. Pour rappel, vendredi dernier, 2 personnes étaient grièvement blessées aux abords des anciens locaux de Charlie Hebdo. Il s'agissait de collaborateurs du magazine de France 2
cache investigation, travaillant pour la société de production Première Ligne. Ce qui est intéressant, c'est que l'homme qui a été arrêté a longtemps été présenté par les médias comme un mineur isolé pakistanais de 18 ans. Il s'est présenté comme Hassan A et avait été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance dans le Val d'Oise. Sauf qu'on a appris qu'il s'appelait en réalité Zahir Hassan Mahmoud et avait en fait 25 ans. CNews est même parti rencontrer son père qui a félicité son fils pour l'acte qu'il a commis. Il a voulu tuer ceux qui manquent de respect au prophète. Ceux qui tuent les blasphémateurs vont au paradis avec toute leur famille. C'est pourquoi je me sens bien que mon fils ait fait une si bonne action. Tout le village est extrêmement fier de ce qu'il a fait. Nous sommes très heureux et tous les villages aux alentours parlent de ce qu'il a fait. Tout le monde le connaît maintenant. Il a fait du bon travail, même ses parents disent que leur fils a fait une bonne action. Cette erreur d'information a relancé le débat sur les fameux mineurs isolés originaires d'Afrique francophone, un statut relevant de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Selon l'IFRAP, les mineurs isolés représentent un coût colossal pour l'administration publique. L'Institut estime à plus de 900 millions d'euros le coût des nouveaux mineurs isolés. Mais ce qui a été critiqué par beaucoup dans le milieu politique, c'est la fiabilité des informations fournies par le prétendant au titre mineur isolé. Le test osseux qui servait pour vérifier l'âge immigré des clandestins dépourvus de papier d'identité a été ces dernières années abandonné, car jugé trop peu fiable. Dans un entretien au Figaro, l'ancien président du conseil départemental de Seine-et-Marne estime que dans son département, les mineurs isolés non accompagnés n'étaient pour 80% d'entre eux pas mineurs. Un autre exemple, en 2019, dans le département de la Côte d'Or, sur les 523 mineurs isolés présentés devant le conseil départemental, seuls 21% étaient en réalité mineurs. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a affirmé mardi qu'il y avait un drame des mineurs isolés en France. Il a affirmé qu'il se rendrait au Maghreb la semaine prochaine à la demande du Premier ministre et du Président afin de régler le problème. Dernière info, c'est la sortie du sociologue de gauche Geoffroy de la Gannerie sur le plateau de France Inter où il appelait clairement à la mise en place d'une censure des idées de droite. Je vous mets l'extrait. Ah, tout à fait. Moi, je pense que le but de la gauche, c'est de produire des fractures et des gens intolérables et des débats intolérables dans le monde social. Il faut savoir qu'il y a des paradigmes irréconciliables qui sont politiques. Moi, je suis contre le paradigme du débat, contre le paradigme de la discussion. Je pense que nous perdons notre temps lorsque nous allons dans des chaînes d'infos à débattre avec des gens qui sont de toute façon inconvaincables et que, en fait, nous ratifions la possibilité qu'ils fassent partie de l'espace du débat. Je pense qu'effectivement, la politique est de l'ordre de l'antagonisme et de la lutte et j'assume totalement le fait qu'il faut reproduire un certain nombre de censures, en vérité, dans l'espace public pour rétablir un espace où les opinions justes prennent le pouvoir sur les opinions injustes. Ça veut dire quoi ? Je vais vous présenter brièvement qui est Geoffroy de la Gannerie et ensuite on parlera du rapport qu'entretient France Inter à la liberté d'expression. Geoffroy de la Gannerie est un sociologue et militant d'extrême gauche. Il a notamment coécrit un livre avec Assa Traoré, Le combat à Damas. En 2015, il avait déjà fait parler de lui pour avoir excusé les djihadistes du Bataclan en expliquant que ces derniers n'avaient que plaqué des mots sur une violence sociale qu'ils subissent depuis qu'ils ont 16 ans. Dans leur livre, Les imposteurs de la philo, Henri de Montvallier et Nicolas Rousseau reprochent au sociologue de mettre ses connaissances au service de son idéologie, d'être en fait un imposteur. Il fait partie de la frange déterministe des sciences sociales et n'hésite pas, le 24 juillet 2020, à affirmer que les individus sont déterminés par leur race. Hier, sur France Inter, il a entre autres affirmé vouloir remettre au goût du jour la censure. Il a aussi affirmé que la vocation de la gauche, c'était de créer des personnes intolérantes. Ajoutons que France Inter multiplie les sorties. Sonia De Villers, chroniqueuse, avait appelé le 20 septembre à comptabiliser les temps de parole des intervenants jugés trop politiques. Pour rappel, cette radio est un service public, donc financé à 80% par l'État. Contrairement à CNews, la chaîne qui catalyse les débats en ce moment, puisqu'elle donne une tribune de parole à Éric Zemmour. Merci à tous d'avoir regardé cette revue d'actualité. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, c'est dans la boîte.